et paf! Allez, ouch, on continue. Donc, j'étais sur le point de ranger tout ce fourbi, hein, faut le dire. Et puis finalement, je regardais en fait les cartes. Il faudrait que je me mette un petit peu plus bas. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas assis de la meilleure manière qu'il soit. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. J'étais en train de regarder en fait les cartes ici, donc du monde de l'Est de Killforce. Et en fait, effectivement, en fait, on a deux villes. Ce qui ne colle pas avec les cartes du monde basique, enfin du monde central, puisqu'il normalement il n'y a qu'une seule ville. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux versions, on va dire. Il y a la version normale. On voit que c'est une ville parce qu'il y a l'icône jaune ici de la ville. Décidément, je sais pas si cette est-ce que ce téléphone peut arriver à faire le point? C'est chiant ça, hein? J'arrive pas à faire le point. Voilà. Monteshoba Shrine, Moneshoba Shrine, donc le sanctuaire de Moneshoba. On voit que c'est une ville là, parce qu'il y a l'icône de la ville. On voit qu'on peut commercer, donc acheter une des 4 récompenses. D'ailleurs, on nous le dit ici. Heroes may perform market action here. Donc peuvent effectuer des actions de marché. Voilà. Et donc ça, c'est la ville donc en version normale. Et en fait, il y a une deuxième ville ici. Je savais pas que c'était le cas, mais où là, on ne peut pas commercer. Et en plus, on perd un point de vie sur notre maximum de points de vie. Donc ça, c'est la version difficile, en fait. C'est ça. En fait, on remplace cette carte de la version normale par celle-là, qui est la version difficile. Voilà. Mais j'imagine qu'on peut aussi très bien prendre Ample-Cité. En fait, c'est juste pareil. C'est juste que les cartes nuit, après, doivent être adaptées en fonction. Et puis, du coup, en fait, je me suis aperçu, tout simplement. Attendez. Je vais juste me mettre différemment, parce que là, voilà, je suis pas bien, là. Voilà. Là, on va être un petit peu mieux. Voilà. Là, c'est mieux. Je me suis aperçu que sur certaines cartes, en fait, il y a... Bon, déjà, les cartes sont magnifiques. Mais il y a des trucs en plus, quoi. Il y a des trucs en plus. Voilà. Par exemple, celle-là, regardez. Ça, je ne savais pas. Mais sur... Attendez, voilà. Je pousse le micro. Hop. Sur Aride Ruines, donc les ruines arides, on voit -1 AP, donc point d'action. Les héros perdent un point d'action quand ils se déplacent sur ce lieu. Donc c'est pas... Ce DLC n'est pas des plus simples, hein, parce que perdre un point d'action quand on va sur cet endroit, qui est donc sur l'un des 25 endroits du monde, eh ben c'est pas évident, quoi. Perdre un point d'action, et j'imagine que là aussi, c'est toujours le cas. On perd aussi un point d'action quand la zone passe à l'ombre. Et il y en a plein des trucs comme ça, genre par exemple... Alors il y a encore les raccourcis, ici. Là il y a les raccourcis, donc ça c'est Black Cave, le point s'il vous plaît. Voilà. Non, il n'y arrive pas. Il fait chier ce truc, hein. Allez. Est-ce que tu veux faire le point sur la Black Cave? Non, il n'y arrive pas. Bon, donc c'est la Black Cave. Et en bas, il y a un raccourci vers Serene Lake, le lac de la sérénité. Voilà, ça nous l'indique bien qu'il y a, on peut dépenser un point d'action pour se
se téléporter directement au lac de la Sérénité. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à faire le point, ce truc. C'est vraiment très très con. Il y a quand même des très 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 jolies zones, hein. Regardez ça. Une forêt. La forêt oubliée. Non, Forsaken Glade. Non, Forsaken, je crois que c'est interdit, non. Non, interdit, c'est Forbidden. Forsaken, ça doit être oublié, je pense. Et Glade, c'est un truc en rapport avec la forêt, donc... Marais... Le marais oublié, la forêt oubliée, un truc dans ce genre-là, quoi. C'est joli, hein, franchement, il y a des très jolis endroits. Hein. Très très jolis endroits. Je suis en train de regarder en fait en même temps. Je voulais pas le faire en fait, je voulais le faire en off et trier tout ça après. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo de découvrir. Alors voilà, par exemple, de découvrir en direct en fait les lieux de cette extension que je ne connaissais pas. Donc là, on a l'inverse. Donc on est à Divine 8, les hauteurs divines. En fait, la carte, il faut que je la maintienne à une certaine distance. Voilà. Si je la rapproche trop, ça marche pas. Il n'arrive pas à faire le point. Non. Faut que je la mette là. C'est ça. Donc Divine 8, les hauteurs divines. Magnifique carte. Splendide. Ça fait... Il y a un gros côté Avatar là. Hein. Ça fait très Avatar. Les collines flottantes de Avatar. Et là du coup, donc il y a marqué les héros gagnent un point d'action quand ils se déplacent sur ce lieu. For the first time on any day. Donc la première fois de chaque jour. Oui, parce qu'on peut pas le faire ad vitam aeternam. C'est-à-dire, si à chaque fois oui, forcément, c'est logique. Tu vas pas gagner un point d'action, sinon t'enchaînerais, tu irais sur le lieu d'à côté, tu reviens, tu gagnes un point d'action, tu reviens, non. C'est juste une fois chaque jour. Pour la première fois. For the first time on any day. Donc oui, c'est logique. Mais ça compense avec l'autre lieu qui nous faisait perdre un point d'action, qui nous donnait un PA en moins, celui-là nous donne un PA en moins, celui-là nous donne un PA en plus. Donc c'est pas mal, on voit en fait que le Tristan Hall a vraiment essayé, il y en a un autre là. Un autre jeu qui nous donne un point d'action en plus. On voit que Tristan Hall a vraiment bossé, en fait il a essayé vraiment d'apporter des petites variétés comme ça aux régions du monde et qui sont magnifiques quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Frozen Portal. Le portail gelé. Et donc là, alors là, on voit 2 PA et la carte. Donc là, la carte nous dit les héros they spend 2 AP to move directly to any location as their move action. Ah d'accord. Donc ici, en fait, c'est un endroit pour se téléporter où on veut, apparemment. On dépense 2 points d'action ici, donc sur cette zone-là, pour se déplacer directement à n'importe quel autre lieu, comme action de mouvement. C'est un portail de téléportation. Ah, et par contre, on le perd, ah oui, c'est ça, quand il passe à l'ombre, on perd la faculté de se téléporter, on peut plus se téléporter. Donc ça, il faudra aussi le prendre en compte, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, franchement, ouais. Ça me donnerait presque envie d'acheter les cartes nuit, enfin la boîte avec les cartes nuit spécifiques de ces cartes-là, parce que franchement, elles sont vraiment, vraiment pas mal. Alors, ce qu'on va faire, si j'arrive à me dépêtrer de ce truc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais... Où est-ce que j'ai foutu mes élastiques, moi? Voilà, ils sont là. Je sais pas s'ils étaient dans le champ, mais c'est pas grave. Alors, je vais essayer de choper des élastiques, voilà. Histoire de me faire un paquet qui tienne le coup. Voilà. Vous voyez, je mets à chaque fois des élastiques, comme ça je suis sûr que ça me fait mon paquet de cartes monde que je mets là. Voilà. L'idée c'est évidemment, je finis de ranger, et ensuite je mettrai en place donc
le jeu classique avec donc là le paquet de cartes du monde de base. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire juste, c'est que ça, je vais ranger tout ça en fait. C'est ça. Je vais d'abord faire un peu de rangement. Et je vous retrouve après. Alors, est-ce que je pourrais le faire en même temps? Si, je pourrais le faire en même temps, hein, c'est pas très grave. Il me faut donc les anciens. Les anciens sont là. Donc, je prends les cartes des anciens. Je vous les montre quand même. Elles sont hyper dark. Ah, je sais même pas ce qu'on voit en fait. C'est très dark, hein, les cartes des... Les cartes des anciens sont extrêmement sombres. Extrêmement sombres, donc on voit pas forcément... on les voit pas forcément très bien en fait. Mais bon. Donc je les rajoute au paquet des anciens. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, vous voyez que là, j'ai des héros. En veux-tu, en voilà. Alors, attendez, pourquoi j'ai fait 2 paquets, là? Ah si, oui, parce qu'en fait, il y a le... C'est ça. J'ai fait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Parce qu'en fait, quand on choisit sa race, et pas sa classe, quand on choisit sa race, on peut choisir d'incarner un homme ou une femme. Ça ne change que le visuel, hein. Ça ne change pas les statistiques. Je vais avancer ça, comme ça vous l'aurez quand même visu, avec les cartes du monde ici. Le monde de Killforce est là. Donc, il faut juste que j'arrive à séparer les hommes des femmes dans mon... Il y a quand même Frodon Saké dans le jeu, hein. Je tiens à le dire. Je vais vous montrer Frodon, tiens. Je vais vous montrer Frodon. Regardez Frodon, c'est parce que c'est lui, clairement, hein, regardez. Voilà. Frodon Saké. On peut incarner un hobbit. Un héros qu'on peut tout à fait incarner. Pas mal, hein? On peut incarner, en fait... alors, attendez, maintenant, il faut que je trie. Donc ça, c'est un homme. Homme. Femme. Femme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un homme. Il y a des guerriers tigres aussi. Regardez-moi ça. Guerrier tigre. Sympa, hein? Lui, je le prendrais bien en héros, lui. Ouais. Il tente bien le tigre. Alors, attendez, là, je trie juste. Homme. Homme. Les femmes sont tellement belles, regardez-moi ça. Incroyablement belle. Incroyablement belle, cette femme. Waouh. Ah non, mais les artworks sont vraiment, vraiment réussis. Donc ça, c'est les héros. Ça, c'est les héroïnes. Vous voyez que c'est équivalent, hein. Et du coup, pour chaque héros, il y a l'héroïne équivalente. Ce n'est que le visuel qui change, bien sûr. Bon, alors... je vais essayer de caser ça comme je peux dans la boîte. Même si ça risque d'être un peu difficile. Parce qu'il y a de plus en plus, en fait, ça se cumule, hein, il y a de plus en plus d'éléments qui se rajoutent. Donc ça, je les utilise pas. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, je pense que je vais ranger ça. Alors, je pourrais utiliser cette boîte aussi pour ranger des trucs, hein. C'est vrai que effectivement, on a cette magnifique boîte là. Regardez quand même le visuel, qui est vraiment splendide. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Les boîtes de jeu sont splendides, quoi. Les boîtes de jeu sont vraiment magnifiques. Magnifiques, ça c'est la finition et tout. J'ai jamais vu des boîtes de jeu aussi belles que dans ce jeu-là, quoi. Killforce, ouais, incroyable. Regardez-moi ça. Espèce de chevalier, enfin de samouraï. Vraiment magnifique. Bon, alors attendez, du coup, je réfléchis juste 2 secondes. Ça, parce qu'après, il faut que je puisse ranger. Ouch. Tout ça, c'est que c'est pas fini en fait, hein. Ce jeu n'a pas de fin. Ce jeu n'a pas de fin. Donc, je vais vous montrer comment on met en place une partie. Comment on met en place en fait les différents éléments pour pouvoir jouer à ce jeu. Sachez que quand même il faut de la place, hein.
il faut de la place pour pouvoir y jouer. Donc prévoyez quand même un certain espace, parce que vous allez en avoir besoin. On est à 16 minutes. Je vais faire une pause ici, comme ça me fera un repère dans la vidéo. C'était un quart d'heure un petit peu pour pas grand chose, mais bon écoutez, je fais une petite coupure ici, je range les derniers éléments à ranger, et je vous montre tout de suite, juste après, comment on met en place une partie, même s'il y a déjà des vidéos qui le présentent, mais bon, au moins je vous aurais montré ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant c'est parti, je vous montre comment on met en place une partie quand on veut commencer. On va pas commencer une partie, hein. Ça risquerait de durer 2 heures, hein, sachant que si je dois vous expliquer à chaque fois, tous les éléments de jeu et tout ça au fur et à mesure, je ferai une partie filmée de toute façon, mais à mon rythme et tout ça un petit peu plus tard. Mais déjà la mise en place. Voilà, quand on veut jouer à Gloom of Kill Force, comment on fait? Voilà, donc c'est parti, je vais vous expliquer. Il y a des vidéos qui le font, il y a d'autres vidéos que vous trouverez sur YouTube qui vous expliquent comment mettre en place le jeu, comment jouer, tout ça. Moi, je vais essayer de le faire à ma façon, évidemment. Bon, normalement, il n'y a qu'une seule façon de faire, bien sûr, hein, mais comme ça, je vous explique aussi. Enfin, vous avez aussi mes explications à moi, et bon, ben voilà, c'est juste une vidéo de plus qui vous explique comment faire, c'est tout. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres vidéastes sur YouTube qui se sont chargés de ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, lance-toi aussi, c'est pas très grave. Vous aurez comme ça plusieurs sons de cloche. Je vous encourage à aller voir d'autres vidéos sur ce jeu, en français ou en anglais. La quasi-totalité des vidéos qui ont été faites sur Gloom of Kill Force sont intéressantes à regarder, rien que pour voir comment ça se passe en fait une partie. Donc moi, j'ai fait ça étape par étape, enfin je vais faire ça étape par étape pour vous expliquer vraiment chaque élément, et voilà. Voir ensuite si ça peut vous intéresser ou pas, parce que oui, ça peut vous intéresser éventuellement. Et puis ce qui est bien avec Gloom of Kill Force, c'est que ça change un petit peu des jeux, soit des jeux, comment dire, plus classiques entre guillemets, ou c'est comme je le prends vraiment comme un jeu vidéo, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un RPG. Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Skyrim, d'Oblivion, tout ça. Ça se rapproche vraiment de Gloom of Kill Force se rapproche vraiment d'un jeu vidéo, mais en version plateau. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça permet aussi de débrancher un peu et de revenir à ce format-là, qui je trouve finalement est vachement cool, quoi. Vachement cool et très intéressant. Moi j'adore faire des parties de ce jeu. Alors, d'abord évidemment, le tapis de jeu, hein, qui est là, voilà, qui va nous servir. Donc ça, le tapis de jeu que vous voyez là, enfin, j'essaie de pencher un peu la caméra, vous le verrez pas exactement parfaitement bien, mais le temps que je penche un petit peu la caméra, donc en fait tout ça là, ce sera votre zone qu'on appelle la zone joueur. Voilà, c'est-à-dire que de tout ce qu'il y a à gauche jusqu'à tout ce qu'il y a à droite ici, ça va être tous les éléments que vous devez prendre en compte dans votre partie. En gros, pour garder l'exemple de Skyrim, parce que Skyrim est un jeu quand même assez connu et reconnu, même si je pourrais aussi parler des autres épisodes de la série, mais on va dire que Skyrim c'est l'épisode assez éponyme. Donc pour tous ceux qui ont joué à Skyrim à un moment donné ou à un autre, vous allez voir que finalement, ou même à Zelda en fait, hein, c'est le même principe. Le principe reste... il y a quand même des choses qui se recoupent, et c'est assez... Je trouve ça assez parlant comme exemple. Voilà, c'est ça. Je trouve l'exemple pour pouvoir aborder le sujet de Gloom of Kill Force. Parler de Skyrim, c'est parfait. Vous allez voir pourquoi, petit à petit, justement. Et j'espère que vous devriez vous dire... Ah oui, d'accord, ok, il parle de Skyrim, parce qu'effectivement, il y a cet élément-là qu'on peut retrouver aussi dans Skyrim. Donc, comme je vous l'ai dit, comme dans Skyrim, ça, c'est en fait votre zone joueur, votre HUD. Vous voyez, vous avez vos points de vie, voilà, bon, c'est pas une jauge, hein, mais si, en fait, en quelque sorte, c'est une sorte de jauge, puisque vous allez avoir un nombre correspondant au cœur rouge
que vous allez mettre dans les emplacements de cœurs rouges. Donc en général, au départ, les héros ont 4 cœurs rouges, donc 4 points de vie. Donc, vous mettrez 4 points de vie dans la zone des cœurs. Pareil pour les PA, puisque les points d'action sont liés aux points de vie. Et etc., etc. Tous les éléments que vous allez mettre ici, sur ce tapis, sont des éléments que vous avez dans votre sac, dans votre inventaire en fait, c'est ça, c'est un petit peu comme si c'était votre inventaire de joueurs. Voilà. Au centre, vous avez vos caractéristiques de joueurs qui vont rester du début à la fin, c'est-à-dire, si on était dans Skyrim, j'aurais pris un Argonien qui fait de la magie, et le scénario que je dois, et ici mettre le scénario que je dois accomplir, avec ici mes niveaux de compétences, de 1 à 4, on les voit pas parfaitement bien, mais parce qu'il y a vous voyez qu'il y a le fond ici, le fond de l'image qui couvre complètement les emplacements de ces cartes-là. Donc on voit pas le 3 par exemple. Moi je le vois un petit peu. Il faudrait que je rapproche vraiment. Hop là, voilà la caméra. Vous voyez que là il y a le 3. Hop. Mais je vais pas trop la bouger non plus. Hein. On a dit que je restais. Voilà. Hop. Elle est pas ultra stable, mais c'est pas grave. Avec, voilà, et sur la droite, les atouts, qui sont en fait, en gros, c'est les équipements. C'est les éléments que vous équipez. Voilà. C'est comme si dans Skyrim, vous aviez votre épée, enfin une épée, un bouclier, et ça peut être une potion, ça peut être, voilà. Et vous pouvez en avoir que 6 sur vous, maximum. À partir de là, vous voyez, c'est facile à comprendre, quoi. Hein. C'est votre inventaire. Voilà, votre inventaire, tout simplement. Votre joueur et sa zone joueur se trouve. C'est pour ça que je vous encourage à acheter un tapis pour ce jeu, parce que là au moins c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est sur ce tapis, vous les avez en fait. C'est votre inventaire et votre zone joueur. Donc ensuite, simplement, ça c'est le monde de Killforce. Dans Skyrim, ça pourrait être le monde de bord de ciel, quoi. C'est ça, c'est la carte de bord de ciel. Comment ça se passe concrètement? On va mettre ça plus loin. Hop, voilà. Je vais enlever l'élastique. Et donc, vous voyez qu'il y a toutes ces cartes-là qui sont au format tarot, au grand format. Hein, c'est un format plus grand qu'une carte classique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je vous avais parlé dans les vidéos précédentes qu'il y avait 4 types de zones. Montagne, forêt, plaine, marais. Très important. Voilà. Et il y a 6 zones de chaque. Donc, 6 zones marais. Ok. 6 zones montagne. Voilà. 6 zones forêt. Hop. Ici. Et 6 zones plaine. Plus la ville, qui est au centre. La ville, donc là c'est Sprawl City. On va ici, hein. Ample cité en français. Et c'est le seul endroit dans lequel vous pourrez commercer, donc effectuer des achats et tout ça. Il y a certaines cartes, certains atouts qui peuvent vous autoriser à commercer, mais, ou si vous rencontrez un marchand, par exemple, comme dans Skyrim, parfois vous rencontrez un marchand, un étranger marchand, et vous pouvez, si vous l'avez avec vous, enfin, si vous avez la carte avec vous, commercer. Mais sinon, ça se passe dans la ville. Donc cette ville est toujours au centre de la carte. C'est toujours la ville centrale. Le reste, donc les 6 autres types de... Enfin, les 24 autres cartes sont mélangées. Donc je vais essayer de mélanger des... Je ne sais pas si vous avez déjà mélangé des cartes au format tarot, mais alors... C'est pas simple, hein. C'est pas simple, parce que regardez la taille... La carte, vous voyez la taille des cartes est plutôt... Donc on va essayer quand même de mélanger ça plutôt convenablement. Et après, vous vous doutez de ce qui va se passer, c'est que les cartes sont mises de façon aléatoire. Alors, vous pouvez... Normalement, il faut les mettre de façon aléatoire. Normalement. C'est-à-dire que si vous jouez de façon classique, vous devez mettre la ville au centre. Ça ne bouge pas, c'est toujours une règle essentielle. La ville au centre. Après, vous pouvez vous faire une variante en vous disant... Je vais essayer de disposer les 24 zones à ma sauce, à ma façon. Vous pourriez le faire. Rien ne vous empêche de le faire. Mais c'est vrai que c'est plus fun et plus... On va dire que ça permet quand même certaines choses intéressantes
de mettre de l'aléatoire là-dedans. Mais c'est pas forcément... je sais pas si la règle là-dessus est vraiment... je vais regarder, mais dans la version française, bien sûr. Voilà, placez la carte en cité au milieu de la table, face colorée visible. Oui, parce que vous avez deux faces. Hein. Attention, rappelez-vous, vous avez la face normale et la face ombre. Voilà, la face lumière, la face ombre. Vous connaissez Zelda A Link to the Past? Voilà, si vous avez joué à A Link to the Past, vous savez que vous avez la Terre d'Hyrule et vous avez la version lumière et la version ombre. À un moment donné, vous passez dans le Dark World, l'Overworld. C'est exactement la même chose ici. Vous avez le monde normal, le Normal World, et le Dark World ici, où vous perdez un PV si vous campez là-dessus. Donc, voilà, les cartes, les rectos et versos des cartes monde sont différents. Donc attention de placer la face lumière, évidemment. Voilà, disposer aléatoirement les régions autour de l'ample cité. Oui. Ils mettent quand même de mettre le truc aléatoirement. Je sais pas si vous le verrez, mais en gros c'est ici, là. Aléatoirement. Ah, il n'arrive pas à faire le point, ce con. Si, voilà. Disposer aléatoirement. Mais vous pourriez vous dire que vous pourriez aussi disposer les éléments non aléatoirement. Bon. Ça peut... On va dire que vous pouvez vous faire une variante comme ça. Bon, je pense que j'ai bien mélangé. On va essayer de passer les cartes au hasard, donc sans trop regarder. Hein, voilà, tac, 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 hop, 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 hop. Je les mets vraiment encore à la bâtarde. Je les mets vraiment. Hop, hop, hop. Hop, hop. Bon, c'est très moche, hein. C'est très... Voilà. C'est très... C'est pas du tout... c'est ni droit, ni quoi que ce soit. Voilà. C'est un monde tordu. Voilà, nous sommes dans un... Et encore, j'ai très mal mélangé. Hein, vous le voyez. Parce que je mélange... Mélanger en parlant, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Donc, il faudrait que je redispose 2-3 trucs, là, comme ça, voilà, pour mettre... Bon, c'est pas forcément très bien mélangé, mais c'est pas grave. Ça vous fait votre monde. 5 par 5. Donc 25 cartes. Donc 24 en fait, plus la cité au milieu. Tout simplement. Voilà. Donc vous voyez que ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit un héros. Alors attendez, je vais mettre ça là, il me faut de la place. Hein. Mon Dieu, qu'il me faut de la place. Ouch. Mon Dieu, qu'il me faut de la place. Alors, on va choisir un héros, n'importe lequel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le vampire, parce que pour l'instant, c'est le héros avec lequel j'ai pu jouer. C'est notre pote le vampire. Alors, je vois la version féminine, là, je l'ai sous la main. Je vais la voir bientôt. Hop, donc on va prendre... Voilà. Le vampire, c'est bien parce que il peut se régénérer de la santé. C'est la version qu'on conseille aux débutants. Parce que je vous rappelle que le jeu est vraiment pas évident. Et donc, bon, après, on pourrait prendre une autre classe. Hein. Là, il y a de quoi faire en termes de race, pardon. De race. J'ai tendance à confondre race et classe, mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Alors, on prend le sac à butin. Normalement, j'avais déjà mélangé, mais du coup, le sac à butin, on le met sur un des côtés. Je vais le mettre sur le côté gauche, ici, là, voilà, il est là. Je prends notre pote la vampire, voilà. Je prends un de ces petits, on appelle ça un standy. Un standy, c'est-à-dire, en fait, je sais pas s'il y a une traduction française à ce truc, quoi. C'est un teneur, une pince. Voilà, je mets, hop, le carton dans le standy. Et donc je peux poser notre pote vampire en vide. Voilà. Notre héros commence toujours dans la cité. Voilà. Et ensuite, eh ben, moyennant des points d'action, on va pouvoir se déplacer toujours de façon orthogonale, c'est-à-dire vers le nord, vers le sud, vers l'ouest ou vers l'est. Pas en diagonale. Diagonale interdite, attention, hein.
On ne peut pas se déplacer en diagonale, donc je pourrais me déplacer ici, ici, ici ou ici, moyennant des points d'action. Mais d'abord, il faut évidemment que je chope la carte de classe de race et classe. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, du coup, attendez, parce que c'est ça. Donc là, voilà. J'ai les différentes races. Donc, il y a de quoi faire. Donc, nous, on a choisi vampire, mais je crois pas qu'il y ait de race vampire. Il y a elfe, il y a halfling. Si, il y a vampire. Du coup, si. Je suis complètement con. Il y a vampire. Il y a vampire, mais je me demande si on pourrait choisir autre chose. En fait, si. Non, en fait, c'est l'inverse. Il faut choisir sa race. Donc moi, on va dire que j'ai choisi vampire. Et après, on choisit, on met l'image de la race qu'on a choisie sur la carte. En fait, j'aurais dû faire l'inverse. On choisit d'abord sa race. Voilà. Donc moi, là, machin, truc, hop, bidule, hop, tiens, on va prendre vampire. Voilà. Hop. Et ensuite, j'aurais dû chercher vampire. Voilà. D'ailleurs, la race ici, j'aurais dû, hop, je devrais plutôt, voilà, fille. Hein, on va mettre la carte race sur son emplacement, pour ensuite choisir le carton correspondant, et là, le mettre sur ample cité. Évidemment, je fais tout à l'envers. Hein. Comme race, vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Donc il y a elfe. Halfling, c'est mi-homme, mi-je sais pas quoi. Truc comme ça. Half-démon, c'est mi-démon, moitié de démon. Dwarf, je crois que c'est nain. Oui, c'est ça. Dwarf, c'est nain. Vous voyez qu'il y a un côté homme, un côté femme. Voilà. Chaque carte race a deux côtés. Voilà. Les statistiques, rien ne change en fait. Hein. Rien ne change, c'est juste le visuel qui change, mais les statistiques restent les mêmes. Donc c'est pas, vous prenez homme ou femme, mais c'est pas, c'est juste le visuel qui change, c'est tout. Humain, qui a des ratios plutôt équilibrés. Elfe noir. Ben, comme dans... En fait, c'est un peu les races de Skyrim, quoi. Hein. C'est les races de TES. Vous avez aussi les elfes noirs dans TES. Là, il y a les mi-elfes. Ça pourrait être les elfes des bois, par exemple. Vous avez des orques. Vous pouvez incarner un orque, qui normalement sont les ennemis du jeu, mais bon. Et vous pouvez incarner un loup-garou. Comme dans Skyrim aussi, où vous avez les loups-garous. Elfes, voilà. C'est plutôt... Les elfes, il y en a pas mal, quand même. Hein. Des elfes, il y en a pas mal. Donc, moi, j'ai choisi, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais non, pas évidemment, mais j'ai choisi vampire. Voilà, vampire femme. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que j'ai 3 en attaque. Donc, ça veut dire que je lance 3 dés d'attaque lors des phases de combat. 2 en mana, ça c'est le livre, en fait c'est la magie. Putain, vous voyez rien en fait, vous. Hein. Vous ne voyez rien. J'arrive pas à faire le point, ce con. Bon, bref, là c'est un bouquin en fait. C'est le je dis que c'est le savoir. Mais en gros, c'est comme si c'était la magie, c'est pareil. Ça, le truc violet là, en fait, vous en avez besoin pour lancer des sorts. Pour des niveaux de sorts. Quand vous piochez un sort, c'est ça qui va être utilisé comme statistique, et pas le combat. Vert, c'est la furtivité, ça permet de fuir, de se cacher, ou justement de fuir des combats. Donc plus c'est élevé, plus vous avez de chances de réussite de fuir. Et parfois vous avez des lieux ou des rencontres qui vous demandent de lancer des dés sur cette statistique-là. Et en bleu, vous avez l'influence. Donc ça, c'est en général, c'est pour les étrangers. Pour les influencer, les convaincre de rejoindre vos rangs, ou l'influence, quoi, l'influence générale, voilà. Et vous voyez que, effectivement, vous avez les 4 couleurs, rouge, violet, vert, bleu. Pourquoi c'est important? Parce que, regardez sur les cartes des mondes, les marais sont en violet, les forêts sont en vert, les plaines sont en bleu, et les montagnes, hop là, sont en rouge.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi? En fait, il y a un code couleur. Il y a un code couleur, et ce code couleur, c'est le même pour tout le jeu. Pour tout le jeu. Ça veut dire qu'en gros, la montagne est rouge, on est d'accord? Donc c'est sur cette statistique-là, qui est la statistique de combat, on est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les montagnes, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des ennemis et de vous battre, en fait. Montagne égale bataille. Ennemi, donc montagne égale plutôt mauvais si vous êtes dans la merde, quoi. Il faut éviter les zones de montagne. Voilà. Une zone de plaine, à l'inverse. Une zone de plaine est en bleu. Regardez, c'est sur l'influence. Et l'influence est utile pour convaincre des étrangers, donc vous allez faire des rencontres en fait. Donc dans les plaines, vous allez faire plus de rencontres. Et donc moins de ces trois-là. Vous aurez plus de chances de tomber sur une rencontre avec un étranger, qui n'est pas un ennemi, qui peut le devenir, mais qui n'est pas un ennemi. Comme dans Skyrim, c'est pareil. Vous avez exactement la même chose dans Skyrim. Quand vous êtes à Blancherive, par exemple, et que vous êtes dans les pourtours de Blancherive, vous rencontrez, vous êtes du coup dans les zones de plaine, comme ça, dans le bon sens c'est mieux, et vous pouvez rencontrer des fermiers, des vagabonds, voilà. Donc il y a une certaine logique en fait, une certaine logique. Ce code couleur est vachement bien fait, je trouve. Voilà, dans le côté vraiment, les statistiques sont liées aussi au code couleur. Donc en forêt, la forêt c'est furtif, il y a plein d'endroits pour se cacher. C'est pour ça aussi que les jetons pour se cacher sont verts, voilà, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur que la statistique furtive soit utilisée en forêt. Vous voyez, vert, vert. Et donc le vert, la couleur verte, ça correspond aussi. Je vais y arriver. Hein. Allez, bougez pas. Voilà, au titre. Donc vous avez plus de chances aussi de tomber sur ce mot-clé, déjà, titre, et de tomber sur des... Alors c'est pas des quêtes, c'est quoi qui est en vert déjà? Merde alors, attendez. Vous avez item. Non, ça c'est récompense. C'est pas du tout ça que je voulais montrer. C'était... merde alors. C'est quoi qui est en vert? C'est les lieux. Les lieux, voilà. Je l'avais plus. Mais vous avez plus de chances de tomber sur des lieux. Voilà, en forêt. Et voilà, c'est là où vous avez des chances de tomber sur des quêtes. Dans les marais, il y a plus de quêtes et ça utilise plus la magie. Vous avez plus de chances de tomber sur une carte qui va vous demander d'utiliser ou qui a un certain niveau de magie requis, de mana, de magie on va dire. Normalement c'est le savoir, ils appellent ça dans le jeu, mais c'est vraiment très très proche de la magie, hein. Puisque les sorts, les spells utilisent cette statistique. Donc moi je préfère dire magie. Bon, voilà. Donc je mets cette carte, qui est une carte race, dans l'emplacement race. Juste, je vous montre. On a 4 PV. Hein. Voilà, 4 PV. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre 4 cœurs rouges, tout simplement. Déjà, de base. Les PV s'augmentent en général. Donc, attendez. Je prends donc 4 cœurs rouges. Hop là. Ah. Donc j'ai 4 cœurs rouges et je vais les mettre sur l'emplacement ici des cœurs rouges. Donc on va foutre notre tas de cœurs rouges ici. Voilà. Donc ça c'est mon stock de vie. Et donc comme j'ai 4 cœurs rouges, je vais aussi prendre 4 cœurs noirs, puisque je vous rappelle que les actions sont liées au point de vie. Donc si j'ai 4 cœurs rouges là, ça veut dire que j'ai 4 cœurs noirs ici. Hop, 1, 2, 3, 4.
Voilà. Je profite pour faire le tour des jetons. Ça fonctionne souvent par 4. Hein. Donc là, vous les verrez pas trop parce qu'ils sont noirs déjà. Ils sont sur un fond noir, donc c'est parfait, vous ne les voyez pas. 4, il y en a 4 ici. Hein. Voilà. Les jetons destin, très important. Qu'est-ce que nous dit la... Voilà. La notice nous dit qu'il faut en avoir 4. Hein. On est d'accord. 4 marqueurs destin, c'est ça. Donc je prends aussi 4 marqueurs destin que je vais mettre, et ça vous le verrez pas du tout, c'est génial, hein, je ne fais que des actions que vous ne pouvez pas voir. Alors, je vous montre juste la mise en place, attention, hein, juste la mise en place, c'est tout. Donc, hop, est-ce que il faudrait que je recule peut-être un petit peu? Voilà, voilà. Ici, les jetons destin. Hein. Il y en a 4, ils sont sur la case des jetons destin. Vous voyez que ça, c'est la case des jetons destin. Voilà. On commence aussi avec de l'or, qui est juste à côté là. L'or, on en a un, je crois. Un or, c'est ça. Donc l'or, moi, ce que je fais, c'est que je ne prends pas les pièces d'or qui sont très très moches dans ce jeu. C'est des... Je prends en fait du vrai argent. Attendez. Voilà. J'ai la chance d'avoir ça. Regardez-moi ça, ce petit coffre qui fait vraiment aventure pour le coup. Hein. Il fait vraiment aventure. Donc je le mets là. Hop. Et bien sûr, c'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor, donc il contient des pièces. Des vraies pièces. Donc je prends une pièce d'or et je la mets là. Voilà, j'ai une pièce d'or. Regardez-moi ce petit trésor. C'est beau ça, hein? C'est très beau. Hop, on va le mettre là. Je vais même mettre... Hop. Voilà, je peux, vous voyez, mettre des petits éléments comme ça. Là, c'est une boussole. Ça fait l'aventure. Là, hop là. Voilà, donc je me fais comme ça une espèce de petit, de petite mise en scène. Ça sert à rien, hein, mais je trouve ça plus classe, on va dire, tout simplement. Autant faire du roleplay jusqu'au bout, hein, surtout avec ce style de jeu qui se prête super bien. Donc pour le, je continue du coup mon aventure avec le plateau. Jetons cachés, donc les jetons pour se cacher. On en prend un, si on y arrive, hein. Ouh là là. Voilà un jeton caché vert, on met en haut ici. Voilà. Donc il faudra dépenser par contre un point d'action pour se cacher. Ça veut dire que si je veux me cacher, et il faut se cacher, surtout au début du jeu, où on n'est pas équipé, donc on est nu comme un verre hein, quand on commence, donc effectivement, il faudra dépenser un PA là, que je mettrai dans les... que je défausserai en fait, et je pourrai... d'ailleurs le jeton caché est déjà défaussé par défaut, et là, hop, je pourrais activer le statut caché. Voilà. Par défaut, il est défaussé, en fait, tout simplement. Voilà. Vous voyez le sens, en fait, il y a un sens de... Pas si... Là, c'est tout ce qui est le plus à gauche. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Tout ce qui est à gauche, donc, ici, c'est la défausse. Donc, le jeton caché est défaussé par défaut. Et ce qui est à droite, ici, c'est ce que j'ai en stock. Voilà, tout simplement. Donc quand je perds en PV, hop, là, il est perdu. Quand je perds en point d'action, hop, là, je l'ai dépensé. Évidemment, ça revient à la levée du jour. À la fin de chaque... à l'aube, en fait. Dès que la nuit se finit. J'ai pas choisi ma classe. Il faut que je choisisse une classe, maintenant. Donc, les classes, là aussi. Comme dans Skyrim, pareil, donc vous pouvez incarner un guerrier. Voilà, donc les classes ont le même dos, ça c'est le dos des classes. Et donc là aussi on a pas mal de trucs. Alors, attendez, je vais essayer de me foutre mieux là. Voilà. On a pas mal de classes, donc on a un guerrier classique qui nous rajoute 2 d'attaque. Donc si je le prends, eh ben j'aurai la statistique de ma vampire qui a 3, plus 2 d'attaque, donc j'aurai 5 d'attaque. Et 5 d'attaque pour commencer le jeu, c'est plutôt pas mal. J'avoue que 5 c'est bien, on va dire. Voilà. Mais je pourrais prendre autre chose.
Je pourrais plutôt être un vampire druide. C'est complètement con, mais je pourrais le faire. Voilà. Plutôt, donc, j'aurai des statistiques qui m'offrent, vous voyez, un plus. Et là, il y a un tout petit symbole de dé. Mais alors minuscule, hein, faut le voir. Ça veut dire que ça m'offre un dé de plus à lancer en furtivité, un dé de plus à lancer en influence. Voilà. Et c'est une classe qui est de la famille des Pius. Pius, ça veut dire pieux. Voilà. Il y a 4 classes. Il y a martial, c'est les guerriers. Il y a pieux, c'est tout ce qui va être un peu plus magie, arcane. Enfin, non, magie en gros. Enfin, quoique, non, je suis même pas sûr. En fait, c'est arcane magie. Shadow, ça va plus être furtif. Donc la furtivité qui va se... Voilà. Et c'est arcane qui va plus être magie, c'est ça. Pieux, je sais pas trop. C'est un espèce de mix, en fait. C'est ça. On va dire que martial, c'est les guerriers. Arcane, c'est les magiciens, les mages, les sorciers, tout ce qui est en recours avec la magie. Shadow, ça va plus être la furtivité. Dans Skyrim, ce serait plus les elfes des bois, par exemple, qui auraient ça, vous voyez ce que je veux dire. Et pieux... Après, vous voyez, il y a des classes mixtes aussi, qui mélangent les trucs, en fait. Vous avez Ranger, par exemple, qui est à la fois furtif et combat. Vous voyez les artworks, hein. Regardez les artworks, quoi. C'est splendide. Splendide. Si t'arrives à faire le point, mon pote. Bon, bref. Chaman. Alors ça, regardez-moi ça. Chaman, quoi. On peut incarner un chaman. Regardez la gueule qu'il a, quoi. Chaman. Un mage de guerre. Donc là, on utilise la magie et en plus le combat, c'est pas mal, ça. Donc je vais prendre mage de guerre, par exemple. Ça me plaît. Allez, je choisis. On peut incarner un barde. Un scout. Un soldat. Un priest, donc un moine, on va dire, entre guillemets. Et voilà, on revient là à guerrier. Donc moi, par exemple, je vais choisir mage de guerre, parce que j'adore la magie, et le combat aussi, ça me va très bien. Ça fait un petit peu breton, en gros. Ce serait la classe des bretons dans Skyrim. Les bretons, c'est ça. Hein. Les bretons, ils utilisent Ils sont à la fois doués en combat et en magie, donc ça fait une espèce de mixte, même s'ils sont pas ultra performants dans les deux, mais on va dire ils ont un équilibre entre les deux. Donc moi je prends mage de guerre, donc c'est une classe arcane, arcane égale magie, mais comme c'est mage de guerre, j'ai quand même un de plus en combat. Je la prends, je la mets à côté, donc j'ai ma race et j'ai ma classe. La classe n'octroie que des bonus d'attributs, hein, on est d'accord. Voilà. Je sais pas combien il me reste de temps. Par contre, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que là, je vous mets la mise en place juste, mais c'est tout. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, oui, parce que là, on n'a même pas fait la moitié de la mise en place. Hein. On n'a même pas fait la moitié. Ici, les 4 compétences qu'on peut débloquer. Donc, je vous rappelle que moi, je suis quoi? Je suis de classe arcane, avec mon War Mage. Donc ici, on va chercher les 4... J'ai les 4 types de compétences par classe. Donc ici, ce sont les compétences du guerrier, donc c'est pas nous. Les compétences du pieux, c'est pas nous non plus. Les compétences du shadow, c'est pas nous. Les compétences de l'arcane, ça tombe bien, c'est nous. Alors je vais garder les compétences de l'arcane. Vous voyez l'avantage quand même de se foutre des élastiques, c'est qu'on a tous les paquets, voilà. On n'a pas à trier les cartes, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, hein, voilà. Si vous acquérissez, si vous obtenez ce jeu, faites-vous un stock d'élastique, hein, parce qu'il y en a besoin. Donc ça, ce sera les compétences que je débloquerai. C'est lié à la saga. On va choisir tout de suite une histoire à accomplir. Donc par exemple, je prends la première qui me vient sous la main. C'est quoi? Celle-là, voilà. Trapped Godhead.
Je ne traduirai pas, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Vous avez le déroulé de l'histoire ici, et les objectifs en bas. Voilà. Pour compléter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il nous faut mise au point, s'il te plaît. Peut-être qu'il faut que je mette ma main comme ça. Ah, voilà. Non. Et il n'y arrive pas. Putain, il n'y arrive pas à faire la mise au point, ce con. Ça m'énerve. Mais alors, à un point... Ah, c'est pas cool, ça, hein. Spend 5 gold. Donc, dépenser 5 or. J'en ai qu'un. Donc, pour l'instant, on peut pas. Et one regal action. C'est une action, en fait, tout simplement, on dépense un cœur noir pour faire un coup d'éclat. Bon, ça porte le nom de coup d'éclat, mais en gros, c'est vous dépensez un cœur noir. Voilà. Vous dépensez un point d'action, plus 5 or, plus présenter les 3 mots-clés ici. Alors, quand on joue à 1 ou 2 joueurs, on rajoute celui-là. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, oui, on n'a que ces deux-là à faire. Voilà. Seul ou à 2, on en rajoute un. Donc il faut que je trouve les mots-clés Badlands, donc les marais, Quest, quête, et Title, titre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il me faut, c'est mes objectifs pour pouvoir accomplir le chapitre 1 de ma saga. Et quand j'aurai fait ça, je passerai au chapitre 2. Mais quand j'aurai accompli le chapitre 1, je pourrai débloquer une compétence de niveau 1 et la mettre dans le premier emplacement ici. 4 chapitres de saga, 4 compétences à déverrouiller. Voilà. Tout simplement, pas plus con que ça. Hein, pas plus con que ça. Donc, là, je vais pas enlever l'élastique ni rien. C'est juste une mise en place. Vous voyez que ça, c'est le chapitre final. C'est un affrontement... Attendez. Et c'est ça. Ça, en fait, c'est le... Attendez, je veux pas me tromper. Oui, c'est ça. En fait, il y a une carte ici un peu spéciale qui correspond à le final de notre chapitre. Il faut affronter ça, en gros. Voilà, ça, c'est 7 en magie. Donc il faut réussir à avoir 7 succès en magie, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, bien sûr. Et si on y arrive, on retourne la carte et on obtient ça. Demi-god, c'est parfait, ça c'est pour nous. Et on gagne ça. 2 de plus en combat, 2 de plus en magie. Qu'on peut accumuler avec ça et ça. Donc imaginez-vous un peu avec tout ça. Ça fait 3 plus 1 plus 2. Donc je crois que ça fait 6, hein. Ah oui. Plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. Donc 6 en combat et 5 en magie pour affronter l'ancien, le boss final. Mais il faut déjà y arriver. Hein. Il faut déjà arriver à l'obtenir, cette carte, parce qu'on ne l'a pas... Ça, c'est à la fin du scénario, en fait. Mais on est obligé, en fait, de l'obtenir et de la mettre en atout. Donc de la rajouter dans l'un des 6 emplacements. Je dégage un peu tout ça. L'un des 6 emplacements ici. Il faut qu'il y ait un emplacement de libre. Parce que s'il n'y a pas un emplacement de libre, et que j'ai déjà 6 cartes ici, il faut que j'en enlève une et que je mette mon totem. Ça s'appelle un totem, hein, mais la résolution, ma dernière carte de chapitre, ici. Pour qu'elle soit active. Les atouts sont toujours actifs. Voilà. Mais il faut lire les cartes, en fait. Hein. On lit ce que nous dit la carte. Et cette carte-là nous dit « Hero enters place », donc le héros entre en jeu. Quand elle entre en jeu, tirez un sort et mettez-le dans le jeu comme un atout. Voilà. Et ignorez la limite des 6 pour cet atout. Donc en plus... Je mets cette carte-là, et en plus je tire un sort. Est-ce que j'ai les sorts là? Évidemment, j'ai pas les sorts là. Voilà. Je tire un sort dans le paquet des sorts, et je peux le rajouter comme 7e atout, puisque je peux ignorer la limite des 6. Vous voyez le concept du truc? Voilà.
des cartes qui me donnent des pouvoirs petit à petit. C'est plutôt cool tout ça. Moi ça me plaît, j'aime bien le concept en fait. Le concept me parle, le concept me plaît, donc je trouve ça cool. Voilà ma saga, donc je vais le mettre là. On est au premier chapitre pour l'instant. Et c'est le plus important en fait. Ça, c'est le cœur du jeu. Hein. C'est le cœur du jeu. Ça, vous devez accomplir votre scénario pour faire popper l'ancien quelque part sur la carte, l'affronter, et pour gagner la partie. Sinon, c'est fini. Vous avez 25 jours pour le faire. Hein. Après, c'est mort. Ça va là. Pour l'instant, c'est en veille. Là, ce sont les butins, il y a des petits tonneaux ici, des emplacements de butins. Ce sont les trucs qu'il y a dans le sac ici. Je peux en avoir jusqu'à 6. Voilà. Et ici, les cartes tête de mort, que je pourrais d'ores et déjà mettre là, ici, pour les mettre sur des étrangers qui seraient devenus mes ennemis en cours de partie. Pour l'instant, il n'y en a pas. Normalement, je devrais prendre 4 là et mettre 1, 2, 3, 4 pour les avoir en stock. Mais on va dire que pour l'instant, hein, on fait comme ça. Alors, nous avons les récompenses, nous avons des sorts, nous avons des objets, là, nous avons des titres, et nous avons des alliés. Voilà. Et tout ce stock-là, ça, ces 4 paquets-là vont nous aider, en fait. C'est ce qu'on va mettre en atout. Mais d'abord, ils ne sont pas accessibles. On va les mettre sur le côté. Donc, on les dispose tout simplement comme ceci. Voilà. Hop. Je les ai foutus sur la droite. C'est la colonne des récompenses. Voilà. On ne peut piocher une carte récompense que si on fait une action de commerce. Donc je dépense d'abord un point d'action pour pouvoir commercer, en étant bien sûr sur ample cité, parce que seule cette carte m'autorise à commercer. Heroes may perform market action here. Les héros peuvent effectuer des actions de commerce ici. Le commercer est une action, et donc en dépensant un point d'action, je peux accéder à un de ces 4 paquets. Comment ça se passe concrètement? Je dépense un point d'action, tac, voilà. Je prends 3 cartes, 3 cartes d'un des 4 paquets. Donc par exemple, je veux du sort. Je tire 3 cartes sort, je les regarde. S'il y en a une qui me plaît et que j'ai l'argent, bien sûr, je peux directement l'acheter et la mettre en atout. Si aucune me plaît, je défausse les 3 et c'est fini. J'ai dépensé mon point d'action pour rien, c'est top, ça peut arriver, hein. Ou alors j'ai pas assez d'argent, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de commercer au début du jeu, parce que vous n'avez pas de fric, vous êtes pauvre. Et pour gagner de l'argent, il faut utiliser un point d'action pour se déplacer. Hop, je tombe dans une forêt, et là j'ai les paquets. Attendez. Hop, on va faire comme ça, voilà. J'ai mes 4 paquets de rencontres, hein, qui sont pas mal. Donc, forêt, plaine, montagne et Badlands. Donc là, par exemple, normalement, ceux-là, je les mets de l'autre côté. C'est-à-dire là, hop. Voilà. Donc les paquets rencontres sont ici. Je vais essayer, hop, là. Tout comme de l'autre côté. Il y a 4 paquets d'un côté, 4 paquets de l'autre. Là, je suis tombé sur une zone de forêt. Vous ne voyez pas du tout, c'est génial, mais... Attendez, je vais essayer d'approcher un peu. Voilà. Je suis tombé sur une zone de forêt, puisque j'ai décidé de marcher dans les bois cachés, les bois perdus. Voilà. Et donc, je devrais tirer ici une carte du paquet forêt et voir ce qui m'y attend. Ça peut être une quête, un événement, ça peut être un ennemi, ça peut être un étranger, ça peut être n'importe quoi. Voilà, tout simplement.
Et ces cartes-là vont me donner de l'or ensuite pour pouvoir... sachant que je peux commercer, mais il me faut aussi de l'or pour passer ma saga. Donc c'est un équilibre à trouver entre à quel moment j'accomplis mon chapitre de saga, et à quel moment je dépense mon or pour pouvoir me faire mon stock d'atouts, quoi. Hein, parce que 25 jours sont vite passés. Quand on n'a plus de points d'action ici, je vais essayer de vous le montrer, même si c'est dur. Ouch. Quand j'ai dépensé tous mes points d'action, donc que je n'en ai plus, que j'ai tout défaussé en termes de points d'action, je tire une carte nuit. Parce que je ne peux plus jouer, donc j'établis mon campement. Donc par exemple, voilà, je suis dans la forêt, je campe ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit jeton ici qui ressemble à un feu de camp, je le mets là pour dire, voilà, je campe là, j'ai plus de... Je suis bien en phase nuit, hein. Je devrais prendre un espèce de petit feu de camp, mais ça remplace, on va dire. Et donc je tire une carte nuit qui a un effet sur le jeu, en fait. Ça vient, soit je vais la placer directement en jeu, soit c'est un effet météo, ça peut être n'importe quoi. Et il y en a 25, voilà. Et quand les 25 sont écoulés, et que j'ai pas accompli ma saga, c'est la fin des haricots, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, une fois que l'effet de la carte nuit est fini, je lève le camp, on va foutre ça, je sais pas, là, comme ça, hein, tout simplement, et je récupère tous mes PA, ici, qui reviennent, que j'avais défaussés, qui reviennent à la normale. Et je perds aussi, si j'étais caché, je perds le statut caché. Il faudrait que je me recache. Évidemment, vous vous doutez bien que si il y a un ennemi dans la zone où je suis, et que le jour se lève, comme je perds le statut caché, je suis obligé d'engager les ennemis qui sont sur la carte. La carte où je suis. Hein. C'est bien indiqué que voilà, si jamais il y avait un ennemi dans cette zone-là, je serais obligé d'aller l'affronter, puisque je ne suis plus caché. Donc, attention à l'endroit où vous campez. C'est important. Oui, je sais. C'est con, mais ça a une certaine logique. On va dire ça comme ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça c'est quoi? Ah oui, ben voilà, l'ancien. Donc ça c'est la carte de... C'est un ancien, par exemple. L'abbé de la pénitence. L'abbesse de la pénance. Je sais pas comment ça se traduit. Je ne sais plus comment ça se traduit. Oh putain. Hop là, je ne sais plus comment ça se traduit en français, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, c'est la carte de l'ancien, c'est le boss final qui apparaîtra quand on aura fini notre saga. Ouch. J'ai essayé de reculer un peu pour que vous ayez, voilà, la vision globale de l'ère de jeu. Hein, voilà. Donc, il y a aussi ses propres compétences, ses capacités, voilà. Et puis, en fonction en plus de là où la nuit va tomber, enfin de là où l'ombre va s'étendre, cet ennemi, ce démon, ce boss final, va avoir des cartes spécifiques, des cartes qu'on appelle intrigues, en fait, et qui vont pas mal nous emmerder. Par exemple, celle-ci, voilà, le cœur de la pénance, de la pénitence, je sais pas, qui donc a ces mots-clés-là, et qui, si on ne le détruit pas, si on ne détruit pas cette carte, qu'on n'arrive pas à la défausser, cette carte vient en jeu. Elle va popper quelque part dans le monde. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, l'ancien va gagner une habilité supplémentaire pendant le combat final. Voilà. Donc, il vaut mieux quand même s'en débarrasser pour que le combat contre l'ancien ne soit pas trop difficile. Parce que si vous laissez toutes les intrigues et que vous affrontez l'ancien, vous risquez fortement d'être dans une merde assez noire, je dois le dire. Donc là aussi, il faut faire gaffe, parce que plus le temps passe et plus le démon va gagner, l'ombre et le démon vont gagner le monde, et ce sera pas terrible pour continuer et pour essayer de finir en fait la partie.
Voilà, je vous ai expliqué les grandes lignes de mise en place d'une partie de Gloom of Kid Force. Alors évidemment, je vous ai pas parlé hein, des dés, ça c'est des pions, mais des dés. Dès que vous allez lancer, voilà, vous lancerez des dés, les ennemis vont lancer des dés, les combats se tirent au dés, se jouent au dés, en tout cas. Donc vous aurez besoin de pas mal de dés. Voilà. Et ensuite, eh ben voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du 25, jusqu'à ce que les cartes nuits soient tout écoulées. Quand il n'y a plus de cartes nuits et que vous n'avez pas fini votre saga, vous risquez fortement d'être dans la merde. Donc voilà le principe de Gloom of Kid Force. Je trouve ça vachement cool en fait. Il y a le stress du temps, bien sûr, le temps qui joue contre nous, mais il y a aussi des choix à faire. Est-ce que je choisis d'aller commercer pour essayer d'acheter des atouts pour me stuffer pour le prochain combat ou lorsque l'ancien est apparu, si pour essayer de finir, est-ce que j'essaie de finir ma saga le plus vite possible pour faire vite apparaître l'ancien et ensuite j'essaie de me stuffer parce que une fois que l'ancien apparaît, on n'est pas obligé de le combattre tout de suite. Selon le nombre de jours qui restent, on peut compter sur ces jours restants pour essayer de se stuffer le plus possible, s'équiper pour aller l'affronter par exemple. Ou voilà. C'est vraiment un choix tactique, des choix tactiques à faire. Voilà. Est-ce que je choisis qu'est-ce que je choisis de faire dans une journée, sachant que je suis limité et que ma seule façon de gagner des PV, c'est d'avancer dans ma saga. J'accomplis chapitre 1 PV en plus. J'accomplis chapitre 2 PV, un deuxième PV en plus. J'accomplis chapitre 3 un troisième PV en plus. Donc, j'ai 4 de base. Sachant qu'à 4 chapitres, je peux doubler mon stock de PV. Donc arriver à 8 points d'action, donc doubler ce nombre-là, à la fin de ma partie, normalement, si tout va bien, j'en aurai le double. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des effets de cartes qui vont m'enlever des points d'action, m'enlever des PV. Donc c'est toujours un équilibre, une balance à trouver entre tout ce bordel et d'essayer de finir le plus rapidement possible, tout en réfléchissant à ce qu'on fait. Voilà, on peut. Moi jusque-là, je n'ai fait que perdre. J'ai pas réussi, mais je sens que c'est faisable, hein, c'est faisable. Mais c'est chaud, faut trouver le bon. Et puis il y a la part d'aléatoire dans le sens où on sait pas ce qui va sortir en termes de rencontres, et on sait pas ce qui va sortir en termes de récompenses aussi. Il peut y avoir de la merde, comme il peut y avoir des bons trucs, selon le nombre de sous qu'on a aussi. Donc c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Il y a une part d'aléatoire avec les dés qu'on va lancer aussi. On peut très bien se viander complètement dès le départ, et ça peut nous mettre dans la merde dès le départ, ou pas. Donc oui, il y a une part de chance, il y a une part d'aléatoire, c'est sûr. Mais il y a aussi une part de choix à faire, et le jeu est vachement bien pensé, je trouve, et c'est en ça que ça me fait penser aussi à des jeux comme Skyrim, Oblivion, Morrowind, parce que vous commencez avec votre personnage qui est plutôt faible au départ, et vous allez devoir, est-ce que je vais voir ce personnage qui est un étranger ou pas? Est-ce qu'il va devenir mon ennemi ou pas? Est-ce que je choisis plutôt d'aller commercer? Est-ce que je m'éloigne beaucoup de la ville ou pas? Est-ce que quel choix je vais faire en fait? Où est-ce que je vais aller ensuite? Est-ce que je vais prendre une quête ou pas? Voilà, Gloom of Kid Force, c'est un peu tout ça, mais résumé, c'est un RPG, mais pas en jeu vidéo, c'est un RPG en plateau. Voilà, là vous avez les composants de l'essence même de ce qu'est un bon RPG. Donc Gloom of Kid Force est moi je le considère comme un très très bon RPG, un très très bon jeu de plateau, et surtout, comment dire, le fait d'avoir de plus en plus de cartes en fait, de plus en plus de récompenses, de plus en plus de rencontres, une carte différente, donc du coup avoir un jeu beaucoup plus varié, de plus en plus varié, et qui va nous permettre de nous offrir une aventure encore plus variée et impressionnante que peut l'être le jeu de base. Même si le jeu de base contient quand même pas mal de paquets différents, hein. Les paquets sont assez gros, mais ils peuvent être encore plus gros, il peut même y en avoir. On peut même imaginer une variante avec 2 colonnes
de cartes rencontres et 2 colonnes de cartes récompenses, par exemple. Faire ces cartes soi-même, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. C'est ça que je veux dire. On peut même imaginer un monde complètement différent, avec une saga qu'on pourrait inventer soi-même, en reprenant le système de mots-clés. Tout est personnalisable, c'est ça. Vous avez le jeu de base, mais vous pouvez vraiment vous amuser après à faire quelques petites variantes ou des choses. Vous pouvez respecter les règles à la lettre, ou vous dire, bah, tiens, là par exemple, on va changer. Par exemple, je vais changer Amplocité par une des cartes de... Je vais changer Amplocité par cette carte-là, par exemple, du DLC. Par la carte, voilà. Ce qui fait que je serai bien dans la merde. Le jeu sera encore plus dur, mais ça peut être rigolo de voir ce que ça peut donner en termes de variantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est cool. C'est ces possibilités-là qui sont vraiment très intéressantes, en tout cas. Le jeu de base est déjà super intéressant. Pouvoir faire des variantes en plus, c'est encore plus intéressant, quoi. Voilà, c'est ça que je trouve cool. Vraiment cool. C'est un jeu vraiment multiforme, Gloom of Kill Force. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous ai fait donc la présentation, la mise en place. Je pense que vous avez un panorama général de ce qu'est Gloom of Kill Force. La prochaine série de vidéos, je commencerai une partie, en fait. Là, je vais tout ranger, parce que là, ça suffit pour aujourd'hui, hein. Mais une prochaine fois, j'aurai remis tout ça en place, et on commencera en fait à jouer véritablement avec les règles de base, hein. Je ne ferai pas de variantes, pas de trucs supplémentaires, on respectera à la lettre les règles le plus possible en tout cas, au maximum, et vous verrez comment se passe une partie du début à la fin, voilà. Et après avoir fait cette partie-là, j'enchaînerai sur un autre type de partie, mais plus personnalisé, on va dire. Mais j'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que, voilà, ce sera la surprise, hein. Et puis, il faut bien en laisser un petit peu pour plus tard. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi je vous dis bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour du coup la prochaine série de vidéos sur le début d'une partie jusqu'à la fin. On verra si on gagne ou pas, ce sera le jeu qui décidera, et on verra bien comment ça se passe tout simplement. Allez, bye bye et à la prochaine.